Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quand il est apparu pour la première fois sur la scène politique, on le présentait avant tout comme le fils de son père. Et puis, au fur et à mesure, il a forgé, il a même imposé sa propre personnalité. Dès l'apparition dans les années 70 de la revendication d'indépendance, il a senti la nécessité de structurer le camp loyaliste en créant le RPC, le Rassemblement pour la Calédonie, qui deviendra par la suite le RPCR que l'on connaît. Homme de conviction et d'action, il sait aussi trouver les chemins du dialogue. Ce soir, l'émission Explication reçoit comme invité M. Jacques Lafleur, le président du RPCR et député du territoire. Jacques Lafleur, bonsoir. Vous connaissez la règle du jeu de cette émission. Nous attendons de vous des explications précises, simples, directes. Nous voulons aller avec vous au fond de votre démarche politique, mais aussi nous voulons essayer de vous connaître un petit peu plus personnellement. Alors, pour vous interroger ce soir, j'ai invité dans ce studio 5 confrères de la presse locale et nationale. Je vous les présente rapidement. Brigitte Claudel des Nouvelles Calédoniennes, ADG de l'hebdomadaire Minute, Elisabeth Noir d'RRB, Les Nouvelles Hebdo, Roland Chartier, RTL Le Parisien, et enfin Jean-Pierre Detex de Radio Dido. Voilà donc très rapidement pour les présentations. Avant de parler politique ou économie tout à l'heure, Jacques Lafleur, j'aimerais savoir ce qui vous fait avancer. Pourquoi finalement vous avez accepté de prendre ces responsabilités importantes au niveau politique? Finalement, pourquoi vous faites de la politique? D'abord, si vous m'y autorisez, je voudrais vous dire pourquoi j'ai pris la responsabilité de venir aujourd'hui devant vous, faire face à ces explications, qui d'ailleurs me paraissent un bon titre pour ce que je souhaitais. Je souhaitais depuis un certain temps m'expliquer devant mes compatriotes, parce que depuis les attaques dont j'ai été l'objet et dont je parlerai un peu plus tard, de la part d'un ami à moi, de la part de quelqu'un avec qui j'ai travaillé longtemps, je veux parler de Bernard Ponce, et une espèce de chape qui est tombée sur mes compatriotes et qui se demande où est la vérité. Est-ce que les choses que j'ai faites, je les ai bien faites? Est-ce que je suis toujours dans mon rôle de défenseur de la Nouvelle-Calédonie? J'ai l'impression que depuis quelque temps, et depuis notamment cette attaque, il faut bien le reconnaître, assez inattendue, la plupart de ceux qui me soutenaient s'interrogent. Et il s'interroge sur le bien fondé de ces accords de Matignon. Comme en plus, pardonnez-moi, pour finir cette entrée en matière, comme en plus, lorsque vous m'avez interrogé, vous personnellement, pour me faire dire un certain nombre de choses concernant Jean-Marie Tjibaou lorsqu'il s'est lui-même expliqué, j'ai dit que je ferai des réunions publiques avec Jean-Marie Tjibaou, et ce que j'ai omis de préciser, et qui bien évidemment n'a fait que compliquer les explications et obscurcir l'esprit de mes compatriotes, je veux tout de suite préciser que j'avais accepté de faire des émissions publiques avec Jean-Marie Tjibaou en Nouvelle-Calédonie, Tout à fait. pour expliquer
les accords de Matignon pour dire que, encore aujourd'hui, et je le dirai là aussi un peu plus tard, je suis toujours convaincu, intimement convaincu, que c'est ce qu'il fallait faire, mais que je n'ai jamais accepté, et je dirai aussi pourquoi, d'aller faire des réunions publiques en métropole avec Jean-Marie Tjibaou jusqu'à aujourd'hui. Et il n'est même pas question pour le moment que je quitte la Nouvelle-Calédonie. Voilà ce que je tenais à dire en introduction. Jacques Lafleur, pendant 1 heure d'émission, vous allez avoir l'occasion d'expliquer tous ces points. Je reviens à ma question tout à l'heure, une question finalement très banale. Pourquoi vous faites de la politique? Qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui me fait courir? D'abord parce que j'aime bien courir, parce que j'aime bien le métier que j'ai fait, que de plus en plus j'ai été entraîné à le faire, parce que de plus en plus les conditions devenaient difficiles. Et cela m'a conduit, comme vous l'avez précisé, à constituer un rassemblement en Nouvelle-Calédonie, mais un rassemblement dont chacun a oublié aujourd'hui les motivations. J'ai eu cette idée-là en 1976, quand déjà la Nouvelle-Calédonie ressemblait à 1983, et où, par des agents extérieurs, par des individus qui venaient agiter, et notamment les Mélanésiens, pour leur dire quoi? Pour leur dire que la France était une puissance coloniale qu'il fallait rejeter, et que on insinuait petit à petit dans l'esprit des Mélanésiens qu'il y avait en Nouvelle-Calédonie un droit, un seul, le droit du premier occupant. Et comme beaucoup, j'ai tout de suite été frappé parce que cette idée-là était une idée force et qu'elle s'est développée et que je me suis dit, persuadé, que si jamais elle se poursuivait, nous irions au-devant de grandes difficultés et même au-devant d'une guerre civile. Et je n'ai pas besoin de rappeler ce qui s'est passé en 1983, 84, 85. Avant de donner la parole à mes confrères... Je me suis lancé dans cette opération dès lors, à fond dans la politique. Et je voudrais ajouter que je n'ai jamais une seule fois changé de message à l'égard de tous ceux qui ont travaillé avec moi et à l'égard de tous ceux qui ont voté pour moi. Avant de donner la parole, Jacques Lafleur, à mes confrères, cette poignée de main avec Jean-Marie Tjibaou, c'est quoi? C'est un accident de l'histoire ou c'est le début de quelque chose? C'est ça, c'est ce qu'il a dit lui. Je vous pose la question. Moi, je sais ce qu'il a. Je me rappelle ce qu'il a dit lui. C'est 100 ans d'histoire qui s'écroulent. Moi, c'est exactement le contraire que je pensais. Je pensais que beaucoup de pays sont faits de diverses ethnies et que jamais on n'aura pu citer d'exemple où une ethnie a voulu dominer l'autre par des problèmes de racisme. Alors, moi je reconnais l'effort qu'il faut faire à l'égard de tous les Mélanésiens, c'est cela que j'ai reconnu, mais il n'a jamais été question pour moi de me considérer, comme on me l'a dit à l'époque à Nainville-les-Roches, comme une victime de l'histoire. Jamais accepté ça. Je suis né ici depuis plusieurs générations. Il y a des gens qui ont choisi de s'installer en Nouvelle-Calédonie et je pense notamment à un problème qui se pose en ce moment, c'est-à-dire à l'ethnie wallisienne. Eh bien, un des progrès qui a été fait dans les accords de Matignon, c'est précisément de reconnaître leur droit à l'existence en Nouvelle-Calédonie. Alors qu'il y a quelques années, il y avait ceux qui étaient de nationalité kanak et les autres. Aujourd'hui, un des progrès des accords de Matignon, c'est que tout le monde est reconnu. Première question politique de mes confrères avec Brigitte Claudel des Nouvelles-Calédoniennes. Monsieur le député, ne pensez-vous pas que vous partez en campagne pour le référendum un peu tard? D'abord, si je partais, peut-être que ce serait en retard. Mais comme je ne suis pas parti, je n'ai pas le sentiment d'être en retard. On voit beaucoup Jean-Marie Tjibaou en ce moment.
vous, on vous a peu vu pour le moment. Est-ce que vous pensez... Ça dépend des fois, mademoiselle Fedège. On m'a vu beaucoup il y a 4 mois. On m'a vu beaucoup essayer de faire comprendre que après un certain constat, j'ai pensé que la solution pour la Nouvelle-Calédonie, et la seule, c'était de faire revenir la paix en Nouvelle-Calédonie, c'était de convaincre chacun des Calédoniens de comprendre qu'il fallait vivre avec l'autre, non pas comme on a voulu faire certains amalgames avec d'anciens partis politiques, l'un sous l'autre, mais l'un à côté de l'autre, avec un respect commun. On m'a beaucoup vu. Le référendum, c'est autre chose, et j'en parlerai sûrement tout à l'heure. Monsieur le député, si tu permets, voilà. Vous venez de le confirmer il y a quelques instants. Vous êtes intimement convaincu qu'effectivement, les accords de Matignon, il fallait que ça se fasse, il fallait le faire. Vous l'aviez déjà dit lors de la précédente émission Explication, mais vous aviez précisé à ce moment-là que si vous aviez pu, vous l'auriez fait bien avant. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que recouvre ce si j'avais pu? Quel a été l'empêchement? Je suis ravi que vous me posiez cette question parce qu'elle pose ambiguïté. J'ai essayé tout au long des dernières années, et je pense depuis ma démission de l'Assemblée nationale en 1982, à la suite de ce qu'avait fait Christian Nucci en Nouvelle-Calédonie, changer arbitrairement la majorité ici, j'ai déjà essayé de rétablir le dialogue avec Jean-Marie Tjibaou et expliquer que la seule solution, c'était non pas la violence, non pas le racisme, mais l'accord, la vie paisible en Nouvelle-Calédonie, et que on essaie de se mettre d'accord sur des institutions où tout le monde soit représenté et où enfin la Nouvelle-Calédonie pourrait trouver un équilibre en travaillant, en ne changeant pas d'institution tous les 6 mois. Ça n'est pas moi qui n'ai pas voulu. Ce sont d'autres qui n'ont pas voulu, parce que précisément, et c'est pour cela que je parlais de Nainville-les-Roches, à Nainville-les-Roches, il y avait empêchement de pratiquer cette politique tant que toutes les autres ethnies dans ce territoire ne reconnaîtraient pas la primauté du FNLKS ou la primauté kanak, sans compter qu'à cette époque-là, on ignorait volontairement, en les plaçant dans le camp des Kanaks vendus, tous ceux qui n'étaient pas pour l'indépendance. Ça n'est pas moi qui n'ai pas voulu, ce sont les autres. Mais alors là, au mois de juin, quand vous vous êtes décidé à signer ces accords, quand les négociations ont pu avoir lieu, qu'est-ce qui vous a le plus poussé à le faire? Est-ce que ça a été la peur d'être laminé par les socialistes? Est-ce que c'était les menaces de guerre civile qui existaient? Ou est-ce que c'est parce que vraiment il n'y avait rien d'autre à faire à ce moment-là? Moi, je crois qu'il n'y a pas une chose qui a poussé, il y a un faisceau de conditions qui ont permis de réaliser cela. Le premier, c'est que Jean-Marie Tjibaou lui-même, qui a discuté pendant 3 semaines avec moi, où nous sommes allés très loin dans les discussions, où nous avons fait de la politique fiction, ce qu'il faudrait de temps en temps faire, en se disant que se passera-t-il si ces accords ne sont pas réussis? Est-ce que tous ceux que nous représentons, est-ce que nous les représentons correctement quand nous les exposons en permanence à la violence, quand nous les exposons aux exactions et à la préparation d'une nouvelle guerre civile? Et c'était clair, pour moi, je ne voulais pas recommencer ce que j'avais connu. Et d'ailleurs, je l'avais dit avant d'être candidat aux élections législatives. Monsieur le député, certains groupes loyalistes sur le territoire
vous accusent de trahison. Ils disent qu'on ne peut pas être à la fois loyaliste et discuter avec Jean-Marie Tjibaou. Moi, je ne considère pas qu'il soit loyaliste, je l'ai déjà dit souvent. Il y a deux catégories loyalistes, il y a eux et il y a nous. Je crois que ce sont des gens qui aboient beaucoup et ce n'est pas dans une assemblée qu'on devrait les mettre. Bon, il va y avoir dans quelques jours un certain nombre de leurs représentants qui vont arriver, que je connais, qui n'ont plus de représentation nationale. La dernière a été exclue ce matin à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Madame Yann Pia, qui est l'amie de M. Bachelot, anciennement député Front National, exclu aussi. Ils ont eu 0,42% des voix au deuxième tour des cantonales, sans d'ailleurs qu'on puisse dire que ce soit l'exacte représentativité de ce parti-là. Mais en tout cas, qu'est-ce qui les caractérise, et notamment en Nouvelle-Calédonie? Ailleurs, c'est de faire une démagogie extraordinaire sur tout ce qui peut se produire pour récupérer des voix. Et ici, c'est d'essayer, depuis des lustres, de mettre à notre place un certain nombre de personnes qui ne font pas grand-chose, il faut reconnaître, sinon rouler des mécaniques, menacer, faire des inscriptions dans les rues. J'en veux pour preuve les incidents qu'il y a eu samedi, à la suite de cette campagne commerciale. D'ailleurs, j'ai personnellement été excessif à l'égard des commerçants. Eh bien, la première des choses qui a été faite, c'est que les partis en question, le Front National, le parti de M. Guillemard, se sont précipités un petit peu partout en disant voilà, merci, bravo pour les accords de Matignon. Autrement dit, à chaque fois qu'il y aura un petit incident, à chaque fois qu'il y aura un acte de vandalisme, à chaque fois qu'un petit accident de la route ou n'importe quoi se produira, on entendra ces gens-là venir dire « Ah, c'est Lafleur qui est responsable du fait des accords de Matignon ». Moi, je dis qu'eux, ils sont irresponsables. Je pense quand même que vous faites preuve là d'un certain angélisme, parce que ces incidents, La première fois que j'entends dire ça. parlons ceux de samedi, s'ils avaient eu lieu avant les accords de Matignon, je pense que vous les auriez dénoncés. Alors, ça rejoint un petit peu la question que se pose mon confrère, c'est qu'est-ce qui vous a fait craquer, Jacques Lafleur? Pourquoi avez-vous changé? Mais est-ce que le FNLKS n'est plus terroriste? Vous pensez mal. Vous pensez mal. Vous pensez mal. J'ai toujours été pour les accords dans la population. Et je vais vous donner une raison. Il n'y a que peu de personnes en métropole qui acceptent de faire délibérément une guerre, ce qu'ils appellent dans leur esprit une guerre coloniale. Le passé démontre que la seule solution, c'était ça. Et quand Bernard Ponce dit qu'il m'a proposé ça, je lui dis que c'est faux. C'est moi qui ai toujours proposé. C'est moi qui ai toujours proposé qu'il y ait discussion entre les uns et les autres, qui est un consensus plutôt que d'essayer d'imposer l'accord par la force. J'ai réclamé la force quand il y avait la guerre civile, ça c'est vrai. Mais oui, monsieur le député, mais en fait c'est quand même extraordinaire. Est-ce que d'un seul coup, par un coup de baguette magique, depuis que vous avez rencontré monsieur Rocard, vous avez été apparemment touché par sa grâce ou par autre chose, ni par la sienne, ni par la vôtre, hein, Antonin. Non, là, de ce côté-là, soyez certains. J'imagine. Mais d'un seul coup, tout est bien, tout est parfait, et il y a quand même quelque chose, qui m'interpelle, comme on dit. C'est que dans le cadre du référendum, vous allez vous retrouver appelé à voter oui avec les communistes. Ouais. Ça vous fait des drôles de copains, ça, dites donc. Mais dites-moi, ADG, vous allez vous être appelé, vous, à voter non avec le FULC. Alors, vous êtes FULC? Pas réellement, non. Non, mais moi je ne suis pas réellement communiste non plus. Sur le fond du débat, peut-être une question sur le fond de ce débat. Je voudrais dire quand même à ADG que si je n'ai pas été touché par la grâce, j'ai simplement continué à faire ce que je pensais devoir faire. Et comme j'ai toujours pensé à ça, j'ai continué de le faire. Mais laissez-moi vous dire que
tout n'est pas beau, tout n'est pas joli, comme vous le dites. Tout n'est pas rose. Hein? Tout est plutôt rose que rouge. Et que dans l'état actuel des choses, je vous ai vu il y a peu de temps dans le Nord, vous avez pu comparer les situations. Vous avez vu que dans l'ensemble, la situation est plutôt calme par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Donc il y a eu progrès. Justement, si on peut faire déjà un premier petit bilan à 3 mois et demi après la signature, est-ce que pour l'instant vous êtes content des 2 autres partenaires de l'accord? Non. Non, je ne suis pas tout à fait content. Parce que je crois, et je l'ai dit au Premier ministre, je crois que, à tout seigneur, tout honneur, le gouvernement d'abord a tenu la plupart de ses promesses. Je dis la plupart. Parce que est revenu dans la loi un certain nombre de choses qui n'existaient pas lorsqu'on les a discutées. L'application sur le terrain de cet accord est parfois difficile, donc personnellement, j'excuse les difficultés du terrain et nous participons tous à ce que les difficultés soient de moins en moins grandes. Nous n'avons pas réussi encore à régler le problème d'UVA. Pour ce qui concerne Jean-Marie Tjibaou, il n'a pas tenu toutes ses promesses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas voulu aller en métropole faire de réunions communes avec lui. Il m'avait promis d'accompagner Simon Louécotte à UVA pour que les exactions qui se produisent, qui continuent, s'arrêtent. Et je n'irai pas faire de réunions publiques en métropole tant que sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, quel que soit l'endroit, la paix ne sera pas complètement revenue. Et puis ensuite, eh bien, j'ai l'impression que nous, RPCR, nous avons tenu nos engagements, complètement. Et que je continue chaque jour à veiller à ce que ces engagements soient appliqués. Et j'ai la conviction qu'ils s'appliquent, parce que, je le répète, il suffit de regarder autour de soi pour voir que les gens travaillent, que la prospérité revient, que la population n'a plus l'angoisse de se retrouver chaque jour devant des exactions, devant une menace de guerre civile. Je crois qu'aujourd'hui, elle le comprend, elle l'admet que ce fait existe. Elle ne comprend pas encore le fond de ces accords. Et c'est pour ça que j'étais venu donner des explications. Le député Jean-Pierre Detex, la radio vide. Oui, monsieur le député, je voulais déjà vous poser une question tout à l'heure qui ferait un retour en arrière. Je la reprendrai, mais vous dites les affaires reprennent. Moi, je vous demanderais, est-ce que ce n'est pas l'affairisme qui reprend tout simplement? Et est-ce que certains vous reprochent aussi l'État RPCR en Nouvelle-Calédonie n'est pas tellement ébranlé. Il y a combien de temps que vous êtes là, vous, monsieur Detex? Plus de 20 ans. Oui, ben alors vous avez dû connaître l'État Union calédonienne. Et il était pire que l'État RPCR. Et l'État Union calédonienne n'a pas eu le mérite de l'État RPCR, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le mérite de vouloir que la paix revienne en Nouvelle-Calédonie. Il n'a pas été celui qui a voulu tout confisquer à son profit. Vous aviez un leader à ce moment-là qui a laissé des traces profondes dans ce pays et qu'on paye encore, qu'on oublie parce qu'il est devenu très vieux, mais non moins affairiste, c'est M. Lenormand. Alors, je crois que là, vous faites totalement fausse route et que ces images-là, ce sont celles de la politique politicienne de métropole qu'on emploie. Et je crois plutôt que le RPCR a travaillé dans le sens qui a permis à la Nouvelle-Calédonie de se retrouver aujourd'hui, ici, dans ces conditions-là, et vous me parlez entre nous. Oui, tout à fait, mais vous répondez par le passé, là. Il y a quand même... C'est vous qui avez fait référence au passé, si c'est pas moi. Si on regarde aujourd'hui... Si je faisais référence au passé, monsieur Detex, c'est pas comme ça que je parlerai.
Et j'avais une autre question dans cette perspective aussi. Vous avez dit tout à l'heure... du futur, de l'espoir. Je vais y venir après. J'avais juste deux questions sur le passé. C'est dangereux, c'est glissant. Non, il me semble quand même avoir compris que M. Chirac vous avait reproché d'avoir bloqué le dialogue, d'avoir fait pression sur lui pour qu'il ne rencontre pas Jean-Marie Tjibaou. C'est une question importante parce que beaucoup de monde se la pose. Vous savez qu'à plusieurs reprises, M. Tjibaou avait failli rencontrer M. Chirac. C'est-à-dire que vous m'inquiétez beaucoup. Je ne vous connaissais pas, mais vous m'inquiétez beaucoup. Parce que c'est le contraire qui s'est produit. Alors, je ne sais pas si vous transformez tout de cette façon-là, mais M. Chirac a reçu M. Tjibaou, et en plus, je n'ai pas eu à lui demander, mais je le lui ai demandé. Mais en 86, M. Lafleur, en 87, lorsque M. Chirac est je venu... crois que vous n'avez pas bien su ce qui s'était passé, et je suis ravi de le dire. Quand M. Chirac, Premier ministre, a reçu Jean-Marie Tjibaou et les membres du FNLKS, il y a eu une explication qui a été donnée par Jacques Chirac sur ce qu'il souhaitait pour la Nouvelle-Calédonie. Moi, je souscris complètement à ce qu'il a dit. Il l'a refait une deuxième fois à l'issue du référendum de 1987, dans son discours de Premier ministre. Relisez-le et vous verrez qu'il a été un précurseur des accords de Matignon. Au moment où il a rencontré cette délégation, je crois que le courant est très bien passé. Mais je crois qu'à cette époque-là, encore, certains n'étaient pas mûrs pour discuter, certains croyaient encore que la Nouvelle-Calédonie deviendrait terre kanak, qu'elle pourrait se passer d'un référendum, qu'elle pourrait, par la terreur quotidienne, contraindre l'État à disparaître. C'était encore à cette époque-là. Il y a eu des grandes évolutions dans les esprits. Il y a eu ce que vous avez certainement vu, que j'ai vu moi, beaucoup de malheurs. Il y a eu des quantités de tribus et de villages où, en fait d'indépendance, en fait de succès, c'est la misère qui s'est installée, et notamment de nombreux endroits sur la côte Est, de nombreux endroits sur les îles où plus personne ne pouvait approcher ces lieux interdits. Eh bien, à cette époque-là encore, personne ne voulait de discussion. Et Chirac a passé, parce qu'il était Premier ministre, il a passé la main à Bernard Pons, qui n'a pas réussi non plus. Parce qu'on ne voulait pas. Quel regard vous portez, vous, Jacques Lafleur, sur les débats actuels qui existent dans l'opposition au sujet du référendum? Métropolitaine. En métropole. Je n'en porte pas. Pour le moment, ça n'est pas mon problème. C'est cela que les hommes politiques métropolitains ont du mal à comprendre. Personnellement, je place mon action politique totalement au service de la Nouvelle-Calédonie, et mon interférence dans le débat métropolitain ne ferait que peu de choses, il faut bien le reconnaître, mais ne ferait que alourdir la polémique qu'il y a entre les uns et les autres. Et une nouvelle fois, on verrait la Nouvelle-Calédonie servir d'alibi à telle ou telle occasion, de campagne électorale. Et je ne le veux pas. Et je ne veux pas, moi, me prêter ça dans ma modeste représentativité, me placer dans ce système-là. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas de meeting commun entre vous et Jean-Marie Tjibaou à Paris. Mais j'ai une autre question sur ce débat dans l'opposition. Je vous ai dit tout à l'heure que Jean-Marie Tjibaou a eu beaucoup de mérite. Il n'a pas tenu encore toutes ses promesses. Et il faut qu'il les tienne. D'accord. Sur ce débat dans l'opposition, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu lâché par vos amis du RPR?
Non, mais si j'étais lâché, non, je ne crois pas. J'ai été lâché par certains. J'ai été lâché par M. Baumel, mais qui est coutumier des phrases qui sont, d'après lui, censées faire de l'effet, mais ça ne fait de l'effet que sur lui-même. J'ai été lâché par Bernard Ponce, ça m'a fait beaucoup de mal ici. Et j'expliquerai, comme je le fais partout, je vais en brousse et j'explique que Bernard Ponce a eu des mérites à l'époque dans le travail qu'il a fait pour la Nouvelle-Calédonie. Il n'a pas eu que des mérites, il s'est trompé souvent. Et en ce moment même, je crois qu'il a une réaction de caractère, c'est-à-dire qu'il refuse un succès que lui n'a pas obtenu. Alors lui m'a sûrement lâché, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de gens au RPR qui m'appellent, qui me téléphonent, qui m'ont même demandé de venir, pour me dire qu'ils partageaient ce sentiment que avoir réussi, pour le moment, à ramener la paix en Nouvelle-Calédonie, c'était un succès que peu espérer. Brigitte Claudel, des Nouvelles-Calédoniennes. Question sur l'avenir à court terme, monsieur le député. Supposons que le résultat du référendum soit négatif. Est-ce que vous pensez que cela puisse remettre en cause les accords de Matignon? Écoutez, il faut poser cette question au gouvernement. Je ne crois pas qu'il soit négatif. Je crois simplement, mais c'est une opinion personnelle, qu'il y aura peu d'abstention, qu'il y aura peu de participation. Parce que, pour une raison simple, c'est que la Nouvelle-Calédonie a été un sujet qui a passionné la métropole il y a 4 mois, quand ces accords se sont faits. Vous qui êtes des gens de médias, vous savez bien qu'on a du mal à intéresser une population aux mêmes événements très longtemps. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, on considère que le problème est réglé, que le pas principal a été fait, et on considère aussi que le référendum, c'est une stratégie de l'un contre l'autre. Bon. C'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il est bien, et ça procède d'une bonne idée, de vouloir que les institutions demeurent en place suffisamment longtemps pour que ce pays ait le temps de se mettre au travail. Et depuis près de 10 ans, la Nouvelle-Calédonie n'a pas connu une institution qui dure et qui permette aux gens qui étaient en place d'exercer leur capacité à régler un certain nombre de problèmes et notamment à s'occuper de quelque chose qui me préoccupe beaucoup, et on l'a vu samedi, qu'il y a trop de jeunes désœuvrés et qu'on ne s'est pas assez préoccupé de l'avenir de ces jeunes. Et c'est une de mes préoccupations, c'est un des problèmes qui devrait être réglé en Nouvelle-Calédonie en priorité, recréer un mouvement économique, recréer un large produit intérieur brut, ce qui se fait pour que chacun y trouve sa place. Et j'ai été critiqué, je vous l'ai dit, je profite de cette occasion pour m'en expliquer. Ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit qu'il y avait une espèce de provocation qui a été mal prise, j'ai simplement pensé à une image. Une image, et je crois qu'elle est juste. Si vous montrez 3 enfants en train de manger des glaces bien grandes, bien grosses, à 25 autres, si vous les montrez une fois, ils ont le sentiment de ne pas en avoir, ils ont eu envie, ils sont un peu tristes. Mais si vous le montrez 15 fois dans la journée, il peut se produire un certain nombre d'accidents et de bagarres. Alors, j'ai voulu dire que ces semaines commerciales, il ne fallait pas qu'elles durent trop longtemps, dans des conditions où, encore en Nouvelle-Calédonie, beaucoup ne veulent pas que la paix revienne. Beaucoup souhaitent que les gens continuent de s'affronter
moi je reçois des lettres d'insultes des deux extrêmes. Je sais exactement ce qu'ils souhaitent faire. Ils voudraient la primauté d'un sur l'autre. Dans le cadre des accords de Matignon, je prolonge votre idée sur l'économie. Dans le cadre des accords de Matignon, quelle réponse on peut donner justement à ces jeunes qui n'ont pas de travail, qui ne font rien? Quelle réponse concrète? Si la Nouvelle-Calédonie, pendant quelque temps, pendant 1 an, 2 ans, ne défraie plus la chronique comme étant un lieu peu sûr où la révolution règne avec l'amplitude donnée par les médias aux incidents de Nouvelle-Calédonie, eh bien, la Nouvelle-Calédonie en elle-même a un potentiel énorme. Les décisions du gouvernement, comme l'avait fait le précédent gouvernement, de créer un 2e centre urbain dans l'intérieur avec des investissements qu'on ne doit plus considérer, c'est ce que j'ai demandé au Premier ministre, qu'on ne doit plus considérer comme un cadeau, mais comme un devoir, parce que la Nouvelle-Calédonie a été mal gérée pendant ces 10 ans. On s'est mal occupé de ces richesses potentielles et on les a négligées parce qu'on s'est occupé que de politique. Eh bien, je dis que la Nouvelle-Calédonie, avec ces 2 avantages-là, peut très bien devenir une des attractions pour le monde environnant et peut produire pour les jeunes un maximum de travail, et même trop pour ce qu'il y a. Roland Chartier. Oui, excusez-moi de revenir tout de même sur le plan politique, mais il y a une précision importante, me semble-t-il, que vous pourriez nous apporter. Est-ce que vous êtes vraiment intimement convaincu de la nécessité du référendum, de ce référendum qui divise vos propres amis, ou est-ce qu'en réalité c'est une concession que vous avez accordée à Jean-Marie Tjibaou? Non, c'est pas là où j'ai accordé des concessions. Pour tout vous dire, le référendum, personnellement, je voterai oui. Je ne veux pas être incohérent avec ce que j'ai fait. J'ai signé des accords pour ramener la paix. Dans ces accords, il y a un référendum. Et en Nouvelle-Calédonie, je demanderai qu'on vote oui. Comme ça, c'est clair. Je vous ai dit tout à l'heure que je souhaitais avoir une liberté en Nouvelle-Calédonie et ne pas interférer dans les querelles métropolitaines. Je crois que ce que veut faire le RPR, je ne le sais pas encore, puisqu'on le saura samedi. Eh bien, c'est, je crois, son problème. Et quoi qu'il fasse, je ne me sentirai pas désavoué. Mais je souhaite, moi, pouvoir dire ici que l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, c'est que ces accords marchent. Mais l'intérêt aussi, c'est de veiller à ce qu'ils marchent jusqu'au bout. Et que ce référendum passé, on ne s'écarte pas des lignes qui ont été acquises, les paroles qui ont été données par le Premier ministre à toutes les délégations et notamment à moi personnellement. Alors le référendum, ce n'est pas une concession, mais il y a quand même quelque chose qui paraît à beaucoup, même de vos amis en métropole, comme une concession peut-être excessive, c'est la composition du corps électoral. Alors, écoutez, faites bien d'en parler, parce que là aussi, il y a inconnu, et il y a eu un petit sacrifice de ma part. Alors là, moi, je veux bien porter la responsabilité de ça. Mais avant, il faut quand même comprendre que le corps électoral que personnellement j'ai accepté est beaucoup plus important que celui qu'avait établi M. Ponce, notamment, puisqu'il avait supprimé, en 1987, tous ceux qui étaient inscrits depuis 3 ans seulement. Autrement dit, le corps électoral qui prendra part au référendum de 1998 sera beaucoup plus important que celui qui a pris part au vote sur le référendum de 1987. Mais ça ne vous gêne pas qu'on ait l'air de revenir sur le référendum de septembre 87? On sait que ça dérange beaucoup de vos amis. Ah mais je n'y suis pour rien de toute façon. Qu'on revienne ou non, parce qu'il y aura abstention ou non. Je crois d'ailleurs qu'on ira quand même à ce référendum qui maintenant est à quelques semaines seulement de se dérouler
Et moi, ici, je vous donne ma position, et c'est la première fois que je le dis, je voterai oui à ce référendum, parce que je considère que c'est le prolongement des accords de Matignon. Et je voudrais dire aussi, puisque personne de vous ne me l'a demandé, j'ai été désavoué par Bernard Pons, c'est vrai. Et je considère que s'il m'a désavoué, c'est un échec personnel. Il a ressenti ça comme un échec personnel de n'avoir pas pu faire aboutir de dialogue. Mais il était entouré de telle sorte qu'il avait des difficultés, qu'il aurait eu, quoi qu'il arrive, des difficultés à les faire aboutir. En revanche, j'ai été soutenu par le secrétaire général du RPR dans mon action, qui, lui, est favorable au oui. J'ai été soutenu par Jacques Chirac, sans arrêt, qui m'a dit tout le temps où j'étais en métropole, quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. Je dis ça à l'adresse de vos téléspectateurs qui ont dit, et je le sais, vous savez, je connais bien le corps électoral néo-calédonien, qui a pensé que j'avais commis une erreur dès lors que Pons m'avait désavoué. Eh bien, il faut chercher ailleurs un problème, parce qu'il faudrait chercher, si on le voulait, mais est-ce que c'est utile, un problème entre M. Pons et M. Chirac et M. Juppé. Vous avez été personnellement l'homme de l'ouverture. D'ailleurs, vous dites j'ai décidé. Oui. Est-ce que le RPCR est tout entier derrière vous? Je revendique ça. Mais je l'admets. Est-ce que le RPCR est tout entier derrière vous et ne sentez-vous pas qu'il y a certains qui traînent les pieds, ou bien ne craignez-vous pas même qu'au référendum, certains n'aient pas le vote que vous souhaitez? Monsieur De Tex, je vais vous répondre très gentiment. Quand dans un pays, il se produit un tel événement, certains sont de mauvaise foi pour dire que ça n'est pas un grand événement. Deuxièmement, il y a ceux qui ont connu véritablement de grands malheurs dans leur chair, dans leur famille, et qui se souviennent, et qui se disent, est-ce que ça a vraiment changé? Est-ce que les socialistes ne nous mènent pas en bateau? Je ne sais pas. Je peux dire une chose, c'est que je préfère M. Rocard à M. Emmanuelli. Parce que j'ai connu M. Emmanuelli dans l'exercice de ses fonctions en Nouvelle-Calédonie, et il n'est pas innocent après ce qui s'est passé ici. Est-ce que M. Tjibaou tiendra ses promesses? Je prends le risque de dire oui. Ensuite, je voudrais vous dire quelque chose, à tous, et à tous mes compatriotes. Depuis bientôt un mois et demi, je fais le tour de Nouvelle-Calédonie. J'y ai rencontré ADG, j'y ai rencontré Wallace Cotrin. J'ai constaté quelque chose. J'ai constaté plus de tristesse dans la province nord que dans la province sud, chez ce qui est assimilé européen. Parce que on ne leur a pas garanti encore qu'ils seront respectés de la même façon que dans la province sud. Et je crois que je suis allé les rassurer, leur expliquer que ce serait la même chose. Mais j'ai trouvé chez beaucoup de Mélanésiens ce que Nouméa ne sait pas, ce que Nouméa prompte à critiquer, à faire du bruit, à salir même, et je dirais à écouter quelques abrutis, vous me pardonnerez ce mot, condamnent, que ces gens-là qui condamnent viennent, fassent le tour de la Nouvelle-Calédonie, voient les tribus qui étaient des tribus qui faisaient régner la terreur,
qu'il voit comment, dans des tranches d'âge qui commencent à 20 ans, jusqu'aux vieux, le sourire qui est revenu, la paix qui est revenue, le bonjour qui réexiste, la possibilité pour chacun de rentrer dans les tribus sans recevoir un seul coup de caillou, ou bien les cadeaux, les coutumes, etc. Eh bien, moi, je dis que ça n'existait pas. Eh bien, je dis que si je n'avais existé que pour faire ça, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes de Nouvelle-Calédonie, je l'aurais fait contre vents et marées. Et si j'ai été candidat aux élections législatives, je l'avais prévenu. J'avais dit avant d'être candidat, si je le suis, voilà ce que je ferai. Je ne veux pas être élu sur une ambiguïté, alors je vous préviens. Maintenant que je sois jugé par ceux qui disaient, il y a 6 mois, Ponce est un salaud, Ponce est ceci, Ponce est cela. Ils n'avaient pas de mots assez forts pour condamner M. Ponce. Ils n'ont pas eu de mots assez forts pour le louer dès qu'il me désavouait. Eh bien, je dis à ces gens-là que ce sont des gens qui ne représentent pas l'espoir pour la Nouvelle-Calédonie. Et je dis à la population que s'ils avaient le malheur de les suivre, eh bien, ils n'iraient pas bien loin. Et ce que je leur demande, avant que les équipes qui vont venir, qui vont dire des tas de sottises sur les uns et sur les autres, eh bien, je leur dis qu'ils se demandent et qu'ils me proposent qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire. J'ai demandé à M. Juppé, j'ai demandé à M. Ponce, M. Vallès-Cotterêts, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ils m'ont répondu, tu as raison, il n'y avait rien d'autre à faire. Oui, ça, je vous dis encore une fois, ça me paraît être un constat, sinon d'échec, du moins d'impuissance. Bah, on ne pouvait pas faire autrement. Alors, oui, on a fait ça. Vous-même, vous venez de dire que... Et vous ne savez quoi, vous, de Minutes. Ah, mais moi, je ne suis pas homme politique, moi. Mais vous écrivez dans Minutes. Ouais, et je sais que j'ai été gratifié souvent, monsieur ADG. Vous promenez avec un mot dans votre poche. Hein, oui. Vous venez de dire quelque chose. Attendez. Parce que s'il ne s'agit pas de me dire un certain nombre de choses plutôt gentilles en face, et puis par derrière pénétrer mes amis parce que vous avez une carte de moins, qui vous autorise à les chasser. D'ailleurs, entre nous, j'aimerais que vous me la rendiez. Oui, je ne suis jamais allé chercher, c'est vous. Bon, mais ça vous permet d'aller les voir en disant je suis très copain avec la fleur. Alors ça ne prend pas. Non, je ne fais pas ça. Cela dit, vous écrivez de toute dans façon, Minutes, vous me laissez poser ma question, des choses oui sur ou non. moi dans Minutes que je n'accepte pas et qui ne sont pas l'expression de la vérité. Alors vous, je vous demande, en tant qu'organisation orientée politique, qu'est-ce que vous auriez fait? Journaliste, là, je ne représente pas un parti. Vous êtes journaliste. Quand ça vous arrange, vous êtes homme politique. Monsieur le député, si on peut revenir au débat, moi, la question, en vous écoutant tout à l'heure, je peux pas parler. que je voulais vous poser... Je ne peux pas poser ma question. Si vous pouvez la formuler rapidement, alors. Oui, alors... Vous venez de dire que vous ne savez pas si les socialistes ne vous roulent pas dans la farine. Vous venez de le dire il y a 5 minutes. Et vous avez dit... C'est vous qui le dites. Ah non, pas du tout. Vous Quelle est l'avez dit votre tout à question, l'heure. Bon. Et vous avez dit, à un moment, il s'agissait d'une interview à Paris Match, qu'à propos de la DRAF, il y avait des cadavres qu'il ne fallait pas sortir du placard. Pour moi, s'il y a cadavre, il y a eu crime. Alors, dites-moi. C'est vrai que dans vos romans, c'est un peu ça. Mais là, j'ai simplement dit que le Premier ministre, je lui ai dit, écoutez, quand on a été les auteurs de l'office foncier, on ne critique pas la DRAF, où il y a eu quelques erreurs de fait à la DRAF, qu'on peut citer. On m'a assez mis en cause, vous, le canard enchaîné, dans cette histoire de la DRAF, Guillemard, vos potes, quoi. Tout le monde ne peut pas avoir M. Marché comme copain, c'est vrai. Foncier, Yann Séléné non plus. J'ai dit que l'office foncier avait été un échec total et qu'il aurait mieux fait d'exhumer l'office foncier avant de parler de la DRAF. C'est un journaliste qui a dit qu'il y avait crime dans la DRAF. Moi, je n'ai pas dit ça, moi, personnellement.
Jacques Lafleur, je viens au débat sur les accords de Matignon. Si au bout de 10 ans, c'était l'indépendance que l'on trouvait, comment vous réagirez? Il ne faut pas me demander ça, parce que je n'aurais pas fait que vous me demandiez si c'est la France qu'on retrouve, parce que c'est pour ça que je me suis battu. Et j'ai la conviction que ce sera comme ça. Et c'est la conviction que ce sera comme ça. Parce que je crois tout simplement que dès lors que M. Tjibaou et d'autres auront compris que lui-même l'a dit à Matignon, l'indépendance sans les interdépendances. Alors je ne vois pas pourquoi on cherche une indépendance sans interdépendance, ou alors on finit comme des pauvres types au Vanuatu ou ailleurs. Alors moi je crois personnellement que la façon dont ça se présente, quand il y aura vote dans 10 ans, je suis persuadé que la solution, et j'espère vivre jusque-là, moi, pour voir ça, que la Nouvelle-Calédonie sera dans la France. Alors c'est une polémique qu'on veut faire naître. Et ceux qui veulent faire naître cette polémique, M. Cottra, il faut s'en méfier. C'est ceux qui veulent, qui ne sont pas capables de prévoir à 8 jours, et qui veulent prévoir à 10 ans. Au moins qu'ils essaient de comprendre à 8 jours, ce sera déjà pas mal. J'aurais aimé vous demander justement si, d'une certaine manière, l'indépendance, ça ne vous intéresserait pas, vous. Mais plutôt que polémiquer là-dessus... Demandez-moi, attendez. Oui, j'ai une question d'avenir plus importante, c'est pour ça. Voyez, merci, monsieur De Tex. Non, je ne me suis pas battu jusque-là pour que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, pour arriver là où j'en suis, et comprenez ce que je veux dire, pour d'un seul coup changer d'opinion. J'ai expliqué ça à M. Tjibaou, et lui, il a très bien compris. Il a très bien compris que je ne voulais pas d'indépendance, c'est tout. Alors, justement, parlons d'avenir. Et le Parti Socialiste aussi. Pour l'avenir. Et je crois que le Parti Socialiste a changé d'avis. C'est possible, c'est son problème. Mais non, c'est pas possible. Écoutez, monsieur Mitterrand voulait l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie à une certaine époque. Il dit qu'il ne la veut plus maintenant. C'est lui qui a changé. Pour l'avenir, justement, vous avez évoqué le problème des jeunes tout à l'heure. Je partage assez votre analyse sur ce qui s'est passé. Ah oui, mais là, sur le problème des jeunes, je vous l'accorde. Simplement, je trouve que vous n'avez pas été très précis dans la réponse quand on vous a demandé qu'est-ce que vous leur proposez pour l'avenir. Je vais un petit peu plus loin parce que la semaine... Dans la semaine précis, mais seulement vous ne m'avez pas écouté. Oh, j'ai essayé d'écouter, je n'ai pas entendu de mesures très précises. J'ai dit qu'il fallait que on relance l'économie de ce pays pour leur donner des débouchés. Alors vous ne m'avez peut-être pas entendu dire qu'il fallait procéder à la formation. Eh bien, je n'ai pas fait volontairement, M. De Tex, parce que ceux qui veulent former avant d'offrir, une fois qu'ils ont formé une fausse élite. Et on connaît bien ça dans les pays qui se sont cassés la figure. Alors moi, je veux d'abord offrir des possibilités et former les jeunes à les prendre et à s'en servir comme il faut. Alors, beaucoup parlé du déséquilibre entre l'intérieur et les îles. Est-ce que vous-même, vous êtes prêt à inciter les hommes d'affaires à aller investir beaucoup plus à l'intérieur? Vous savez, dans une discussion que j'ai eue avec Jean-Marie Tjibaou notamment, et je veux dire ça à ceux qui nous écoutent, Jean-Marie Tjibaou a très envie de donner le sentiment qu'il a la capacité de gérer économiquement. Et dans une discussion qu'on a eue, il m'a dit, mais l'ennui c'est que la province du Nord part avec du retard par rapport à la province du Sud, ce qui est vrai. Mais moi je crois que c'est un retard qui se rattrape très vite. Il y a 2 ou 3 projets industriels possibles dans le Nord. Si le gouvernement, à qui j'en ai parlé au Premier ministre, met ce projet en route, demande à chacun de ceux qui ont la possibilité de mettre ces projets industriels en route, il n'aura aucun problème à créer un centre urbain autour d'un projet industriel. Il n'aura aucun problème à bâtir un aéroport international, aucun problème à bâtir un port en eau profonde. Si M. Tjibaou, en revanche, comme dans le passé, a eu l'habitude de se fixer de petits objectifs, comme le port en eau profonde à Népouy, qui ne représente rien du tout,
Eh bien, je pense que mettant cet effort sur Koumak, faisant des liens entre Koumak et la côte Est par des voies rapides, eh bien, vous allez voir un développement extraordinaire se produire parce que ce sera neuf et ça ressemblera à toutes ces villes qui ont été détruites et qu'on reconstruit. Ça ressemblera un peu à la prospérité, mais plus longue parce que bâtie sur un projet industriel beaucoup plus forte que celle de la Polynésie, quand la Polynésie a été ravagée par plusieurs cyclones. C'est ça pareil. Donc vous aurez là de la place pour tout le monde, pour les jeunes, pour mettre en place un système économique. Est-ce que les hommes d'affaires calédoniens sont prêts à jouer le jeu? Écoutez, moi je vais vous dire, le premier, je ne sais pas le premier, mais un de ceux qui le fait, c'est moi. Je suis en train de développer, il faut dire honnêtement que les conditions sont favorables. Et je m'y suis impliqué et personnellement. Ça fait 1 mois et demi que je vis dans le Nord. Ça fait 1 mois et demi que je rencontre des tas de personnes pour leur dire ce que je vous dis là et leur dire mais vous n'avez aucune espèce de crainte à avoir. Si vous vivez replié sur vous-même, sans investir, sans vous donner, sans travailler, vous avez toutes les craintes de voir ce pays régresser. Si vous vous y impliquez totalement, eh bien, vous verrez que la province Nord sera le complément ou inversement de la province Sud. Je suis plus inquiet, et j'en parlerai peut-être un jour, sur le développement de la province des îles. Jean-Pierre Détex, peut-être Monsieur Lafleur, les accords de Matignon ont été présentés bien souvent comme un pari. Vous venez de faire allusion là au projet du gouvernement sur les années qui viennent. Moi, je voudrais vous demander, pour gagner le pari, vous, en 1998, quel est le projet du RPCR? Alors, monsieur Détex, écoutez, vous me permettez d'être désagréable, c'est une question sotte. Le RPCR, il a un programme qui va jusqu'en 1994. C'est-à-dire qu'il va se mettre à pratiquer, en limitant les dégâts, si faire se peut, de l'année d'administration directe, qui ressemble un petit peu à du néocolonialisme. Et puis ensuite, les 6 ans d'assemblée élue qui vont mettre en place les différentes provinces avec un régime stable. C'est à ça que nous nous préoccupons. Après 1998, il y a un vote très important qui fera que la Nouvelle-Calédonie sera plus ou moins attachée à la France, parce que c'est ça que ce sera. Ça n'est pas l'indépendance ou pas, ce sera plus ou moins attaché à la France. Alors, d'ici là, nous préparons, nous, l'échéance, pas après l'échéance. Je voudrais quitter un petit peu le débat politique. Est-ce que, pour exercer comme ça des responsabilités importantes, est-ce que finalement vous n'êtes pas un peu déconnecté du terrain? Vous gardez le contact avec la Calédonie profonde, avec les gens de la brousse, de l'intérieur des îles? Ça serait vaniteux de ma part de vous dire oui ou non. J'essaie en tout cas. J'essaie d'être près de tous ceux qui veulent que je les approche. Vous me donnez aujourd'hui l'occasion de dire ce que je ferai pour le référendum. Vous me donnez l'occasion d'expliquer des foules de choses malgré tout que je n'avais pas eu l'occasion de dire depuis longtemps. Et je ne l'avais pas fait volontairement parce qu'en métropole, on a trop parlé de moi dans la presse, qu'en ayant trop parlé, ça peut finir par nuire à la Nouvelle-Calédonie. Alors, je m'étais imposé une espèce de silence aujourd'hui à l'égard de mes compatriotes. J'essaie d'expliquer, pour être encore plus près d'eux, ce que je fais. Vous savez qu'on dit de tout sur moi, si je bois une goutte d'alcool, je meurs. Alors j'ai dit à un représentant métropolitain l'autre fois, parce que j'avais bu une goutte de champagne, j'ai dit je vais mourir un peu, et puis rassurez-vous, je vais ressusciter après. Il faut assumer tout ça, et c'est pas facile. D'assumer les relations avec la France et d'être très près de ses compatriotes. Eh bien, j'essaie de faire les deux en faisant le moins de voyages possible en métropole. Et d'ailleurs, il n'est pas prouvé du tout, comme on l'a annoncé, que j'aille en métropole bientôt.
Je vous écoute depuis le début, finalement. On connaît très peu de choses, finalement, de votre vie tout court. Jacques Lafleur, en dehors de la politique et des affaires, qu'est-ce que vous aimez? J'aime la Nouvelle-Calédonie, j'aime la France, je suis un peu cocardier, j'aime la musique, j'aime la peinture, j'aime être actif. On m'a dit que vous aimez beaucoup les enfants. C'est vrai, mais j'aime mieux les miens. Petits-enfants. Oui, j'aime mieux mes petits-enfants. Je suis atteint par un certain gâtisme de ce côté-là. Ceux qui disent que je le suis, là, ils ont touché juste. Est-ce que vous avez l'impression que la case qui se construit actuellement, qui se construit depuis quelque temps, c'est une case qui va tenir ou qui va partir au premier cyclone? Oui, je crois qu'elle va tenir. Je crois qu'elle va tenir et je crois que ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui, quels qu'ils soient, quand ils verront que cette case s'est agrandie, que beaucoup qui parlaient de plaies, de bosses, emploient un autre langage, qu'ils sont rentrés dans la société complètement, eh bien, les autres suivront. Parce que, je le redis à un DG qui n'a pas pu finir sa question tout à l'heure, je crois que la Nouvelle-Calédonie serait morte de ce conflit qui durait depuis trop longtemps. Elle n'avait pas les moyens de s'offrir un conflit comme celui-là. Les gens auraient quitté la Nouvelle-Calédonie, il y aurait eu des conflits tribaux, il y aurait eu du sang, trop de sang, qui aurait fait que la Nouvelle-Calédonie aurait été la proie de ceux qui souhaitent depuis tant d'années prendre la Nouvelle-Calédonie pour eux. Et je pense à des puissances qui ne sont pas des puissances amies. Merci beaucoup Jacques Lafleur, merci également à mes confrères d'avoir accepté de participer à cette émission Explication. Merci pour votre attention à vous tous téléspectateurs et bonne soirée à tous sur RFO. Feel for when to jump. Leaping off a cliff to a racing wagon is a split-second call. Jump out instead of down to it, out. And look down, and I'd see the horses under me. And you think, oh,